Il y a environ 2500 ans, la civilisation grecque antique était parmi les plus avancées de la planète. Mais l'incroyable sophistication des Grecs à l'époque ne les a pas dispensés de croire au supernaturel, aux dieux et aux démons. Les Grecs avaient d'ailleurs une mythologie qui a marqué les esprits dans toute l'Europe et qui fait encore partie de notre culture aujourd'hui. C'est donc sans surprise que Lapithie, un personnage venu tout droit de la Grèce antique, ait servi d'inspiration à Pit Network dont on parlera aujourd'hui. Certains d'entre vous se demanderont peut-être ce qu'est une Pythie. P-Y-T-H-I-E. La Pythie était une prophétesse qui vivait à Delphes, dans le temple d'Apollon, qui est le dieu de l'art et de la musique. Et pendant les 1000 ans où elles ont existé, les Pythies avaient pour devoir de donner conseil à ceux qui leur demandaient, en échange bien sûr d'une offrande. Car lorsqu'elles répondaient, les Pythies étaient censées répéter les conseils et les prophéties données par les dieux. La Pythie était donc ce qu'on appelle un oracle, c'est-à-dire quelqu'un qui donnait des conseils et des informations que l'on jugeait fiables, dans son cas parce que ces conseils et informations étaient d'origine divine. Après tout, si on ne peut plus faire confiance aux dieux, c'est que le ciel va nous tomber sur la tête. Et pour cette raison, de nombreux chefs d'État grecs demandaient son avis à cette prêtresse, y compris pour des sujets importants. Le roi Crésus de Lydie, par exemple, avait demandé à la Pythie s'il fallait partir en guerre contre l'Empire perse. Aujourd'hui, plus personne ne va faire un pèlerinage au temple de Delphes pour obtenir des prophéties, et encore moins pour se renseigner sur le cours du Bitcoin. Et pourtant, on entend beaucoup parler d'oracles dans le monde de la blockchain. Je les ai d'ailleurs mentionnés brièvement dans l'introduction de ma vidéo sur Osmosis, que vous pourrez aller voir ensuite si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors les oracles modernes, ce sont de toute évidence des choses qui ont un peu le même rôle que les oracles de l'ancien temps. La Pythie énonçait les prophéties et donnait son avis. En d'autres mots, elle était pour ceux qui la consultaient une source d'information. Et les oracles modernes sont aussi des sources d'information, la différence étant qu'ils ne se font pas passer pour des émissaires de Dieu. Au lieu de ça, les oracles de la blockchain se contentent de transmettre des informations qu'ils ont trouvées quelque part ailleurs. Actuellement, la majorité des oracles transmettent des informations sur les prix de certains actifs, mais il pourrait exister des oracles qui transmettent des infos comme la température et le taux d'humidité à un certain endroit par exemple. Simplement, ce genre d'oracle-là n'est pour l'instant pas particulièrement plébiscité étant donné que l'univers blockchain ne s'est pas encore vraiment intégré à notre vie quotidienne. En 2022, la chaîne de blocs est encore et surtout un instrument financier et c'est donc en toute logique que les oracles qui s'y trouvent transmettent essentiellement des infos de nature financière. Parmi les oracles les plus connus dans la crypto, on trouve notamment Chainlink, qui est l'un des plus anciens projets portant sur ce concept, mais aussi Taylor, Band Protocol, etc. Et une bonne partie de ces projets, comme Chainlink, ont été créés sur la base d'une philosophie ressemblant à celle du Bitcoin. Ils sont conçus pour être décentralisés et pour permettre à n'importe qui de s'y connecter pour fournir des informations aux utilisateurs du réseau. Ces oracles, que l'on peut qualifier de réseaux d'oracles transmetteurs, ne sont pas toujours adaptés aux besoins des utilisateurs. En effet, les transmetteurs d'informations qui contribuent à les faire vivre doivent aller chercher ces informations sur d'autres plateformes, parfois sur des agrégateurs qui sont eux-mêmes allés copier les informations provenant d'ailleurs. Et on finit un peu avec une espèce de bouche à oreille informatisée à grande échelle, qui a des résultats qui ne sont pas toujours très convaincants. Déjà, puisque les participants transmettent des informations qu'ils n'ont pas forcément pu vérifier par eux-mêmes, il peut arriver que l'information transmise soit erronée même si la personne est de bonne foi, parce que la source qu'ils avaient choisie leur a menti, ou parce que cette source a elle-même transmis un mensonge sans le savoir. Et puis, il y a évidemment le problème du délai de transmission des informations. Dans les marchés financiers, il est important d'avoir les infos aussi vite que possible, et avec les réseaux 100% décentralisés, on ne peut pas toujours garantir que ces informations arrivent à temps, parce qu'elles suivent un chemin qui est assez long. Pour qu'un oracle puisse afficher le prix du Bitcoin à un instant T, par exemple, il va falloir d'abord que des transactions soient réalisées sur une plateforme d'échange. La plateforme qui gère ces transactions va ensuite déterminer quels sont les ordres qui n'ont pas encore été déclenchés dans le carnet d'ordre, puis déterminer quels sont les ordres d'achat les plus élevés et les ordres de vente les plus bas. Un prix sera déterminé en fonction de la dernière transaction réalisée et en prenant en compte les ordres d'achat et de vente qui restent. Puis, le prix est affiché sur le site et peut être consulté par les utilisateurs. Parmi ces utilisateurs, on va peut-être avoir un agrégateur qui va recevoir les données produites par la plateforme d'échange avec un léger délai à cause de sa connexion internet, et qui va l'afficher sur son propre site. Ensuite, un des participants du réseau d'Oracle va consulter les données de l'agrégateur, encore une fois avec un délai supplémentaire à cause de sa connexion internet, pour ensuite les transférer vers un nœud consensus du réseau d'Oracle. Et vous l'avez deviné, il y a encore un délai supplémentaire entre le fournisseur d'informations et le nœud consensus. Après tout ça, une fois que l'info est parvenue au nœud consensus, il y aura une petite discussion entre eux pour déterminer le prix final affiché par le réseau en fonction de toutes les données reçues, ce qui prend un peu de temps.
Et lorsqu'ils parviennent à une décision, ils publient l'information sur une blockchain, dans un bloc qui n'arrive pas forcément de suite. Dans le cas d'Ethereum 1.0, si un bloc vient tout juste d'être trouvé et que le réseau d'Oracle veut publier le prix du Bitcoin, il faudra attendre 10 à 15 secondes pour que le prochain bloc soit validé. Jusque-là, tout semble correct, mais avant de vous expliquer le problème, faisons une petite remise en situation. Imaginez que vous êtes le roi Crésus que j'ai mentionné tout à l'heure et que vous allez demander à la Pythie s'il faut partir en guerre contre l'Empire perse. Vous attendez patiemment la réponse pendant 40 ans et vous mourrez de vieillesse sans la recevoir. Votre fils devient roi. Il attend et il meurt de vieillesse sans la recevoir. Le royaume de Lydie s'écroule et l'Empire perse aussi. Et puis un beau jour de 2022, un lointain descendant reçoit dans sa boîte aux lettres un parchemin qui dit « Si vous traversez la rivière, un grand empire sera détruit. » Et ça lui sert absolument à rien en fait. Voilà donc quel est le problème des données transmises lentement. Les informations ont une date de péremption et peuvent devenir complètement inutiles après un certain délai. Or, dans le monde de la finance, 15 secondes c'est absolument énorme, comme si des siècles s'étaient passés. En 15 secondes, le prix peut baisser de 80% pendant un flash crash, et si vous n'êtes pas mis au courant de suite quand un événement du genre se produit, ça peut poser beaucoup de problèmes. Alors bien sûr, c'est un exemple un peu extrême. Ethereum 1.0 est actuellement la moins performante des grosses plateformes de contrats intelligents. Le problème est moins remarquable sur des chaînes basées sur Cosmos ou Polkadot par exemple. Mais de manière générale, il n'en reste pas moins que les réseaux d'Oracle transmetteurs ne pourront jamais avoir une performance parfaite en termes de délai de transmission parce que le nombre d'étapes entre la naissance de l'information et son arrivée sur le réseau sera toujours relativement élevé. Alors quelle autre solution existe-t-il ? Je vous ai décrit le principe de fonctionnement d'un réseau d'Oracle transmetteurs, mais ce n'est pas le seul modèle existant. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des oracles émetteurs, c'est-à-dire des réseaux qui exigent de leurs participants qu'ils soient la source primaire de l'information. Pas question de perdre du temps avec toute cette histoire de bouche à oreille sur les réseaux d'Oracle émetteurs. C'est la plateforme d'échange qui va directement donner au réseau d'Oracle les informations sur le prix. Ou éventuellement, les infos relatives au prix peuvent provenir d'une personne qui effectue beaucoup de transactions sur la plateforme d'échange en question. Nous en arrivons enfin au sujet de cette vidéo, puisque c'est ce modèle des oracles émetteurs qui a été choisi par les créateurs de Pyth Network. Bon, les anglais appellent ça Pyth Network, mais en français on dit la Pythie, pas la Pythie, et puis Pyth Network, disons qu'un accident de prononciation est vite arrivé, donc je vais plutôt dire Pyth Network, et tant pis si ça fait ressurgir certains vieux traumatismes. Bref, Pyth Network, c'est un réseau d'oracles émetteurs qui a choisi cette architecture parce que les oracles crypto existants n'étaient pas assez compétitifs face aux oracles centralisés quand on souhaite faire certaines choses. Avant, vous aviez le choix entre utiliser un réseau décentralisé et pas trop cher, mais qui fournit des informations parfois un peu trop vieilles, ou alors de vendre un rein pour payer l'abonnement horriblement cher de quelques services spécialisés issus du milieu de la finance traditionnelle. Pour certains cas d'usage, les oracles crypto à l'ancienne suffisaient, mais quand il s'agit par exemple de faire du trading à haute fréquence sur des plateformes d'échange décentralisées, c'était pas toujours assez rapide. Voilà pourquoi Pyth Network est né. Ce réseau sert à augmenter le nombre de possibilités offertes aux créateurs d'applications de finance décentralisées qui ont parfois besoin de rapidité avant tout. Avec ce concept de base qui est de fournir une info provenant directement de la source le plus vite possible, Pyth Network a été lancé en août 2021 et dispose à l'heure actuelle de 50 participants qui transmettent directement leurs données sur le réseau. Regardez-moi cette liste. Alameda Research, Bitstamp, CMS Holdings avec lesquels Samy vient de faire un podcast dont vous aurez le lien dans la description, FTX, normal vu qu'Alameda y est aussi, Gate.io, Jump Trading, Radium, Serum, Three Arrows Capital, 0x, et tout ça c'est seulement les grands noms de la crypto, parce qu'en plus on trouve aussi dans cette liste des participants comme CTC et LMAX Group qui nous viennent tout droit du monde de la finance traditionnelle, et ce sont aussi des grands noms dans ce milieu-là. Donc nous avons sur Pyth Network des sources primaires d'informations de qualité triées sur le volet et provenant autant du monde de la crypto que de celui des stocks, des dérivés et des options classiques. Ils ont à la fois des infos toutes fraîches et le matériel informatique nécessaire pour les transmettre au plus vite. Il ne reste plus qu'une question sans réponse, qui est celle de la blockchain choisie pour publier ces informations. Puisque FTX, Alameda, Serum et Radium sont dans la liste, vous l'avez deviné, le réseau sur lequel Pyth Network a élu domicile n'est autre que Solana. Un réseau choisi bien sûr pour sa performance de Formule 1 incroyablement rapide et... Ouais, peut-être qu'il vaut mieux pas trop réfléchir à cette métaphore, mais bon. Solana reste un réseau extrêmement rapide la plupart du temps, et c'est donc certainement l'un des meilleurs choix pour un système d'oracle qui se veut être numéro 1 dans la course à l'information. Cela dit, ça n'est pas le seul endroit où Pyth Network publiera ses données.
Grâce au pont Wormhole, les données agrégées et publiées par PitNetwork sur Solana seront ensuite transférées sur Ethereum et Terra. Et prochainement, elles devraient aussi pouvoir être transférées sur le réseau Avalanche, Oasis et Polygon par exemple, puisqu'ils sont déjà compatibles avec le système Wormhole. Bien sûr, cette étape supplémentaire de transmission représente un délai supplémentaire et elle diminue donc d'autant la valeur de l'information transmise une fois qu'elle est arrivée à destination. Mais PitNetwork reste malgré tout, grâce à ce pont, un réseau d'Oracle interchaîne qui bénéficie de son architecture de type Oracle émetteur. Il est donc intéressant à utiliser, même s'il n'est pas tout à fait aussi rapide qu'il pourrait l'être s'il était directement implanté sur ces autres chaînes aussi. Malheureusement, un envoi direct des données vers d'autres réseaux n'est pas possible, puisque PitNetwork n'est pas un réseau indépendant, c'est en fait une application directement bâtie sur Solana. Il n'existe pas de chaîne dédiée à PitNetwork ou de validateur de blocs qui ne travaille que sur PitNetwork. PitNetwork est donc marié à Solana pour le meilleur et pour le pire. Et puisqu'on parle de structure du réseau, voyons comment est organisée la gestion des données publiées sur PitNetwork. Le schéma officiel est pratique parce qu'il permet de montrer l'intégralité des mécanismes en même temps, mais il est un peu compliqué à comprendre sans explication supplémentaire. Donc commençons par les trois types d'utilisateurs du réseau qui sont dans les bulles de texte bleues sur le schéma. Il y a d'abord les publishers qui seraient les émetteurs du réseau si on reste sur les traductions que j'ai utilisées tout à l'heure. Autrement, on peut dire publicateurs ou fournisseurs de données. Ce sont tout simplement les gens qui vont publier des informations sur le réseau. Dans le cas de Pit, les émetteurs sont donc ces sociétés que j'ai mentionnées un peu avant, plateformes d'échange, fonds d'investissement, etc. Ces fournisseurs de données sont récompensés par le protocole en fonction de la quantité d'informations qu'ils partagent avec le réseau. Ensuite, il y a les délégateurs, tout en haut à gauche sur le schéma. Ce sont des gens qui détiennent les jetons Pit et qui ont choisi de les staker. En effet, le réseau est conçu pour que les fournisseurs de données soient récompensés selon la quantité de données partagées, mais aussi selon la valeur des actifs placés en garantie par les délégateurs. C'est-à-dire que si un délégateur estime qu'un fournisseur de données dispose d'une source de données fiable sur un flux particulier, comme par exemple le prix du Bitcoin sur la paire BTC-USDT, alors le délégateur a la possibilité de staker ses jetons pour augmenter l'influence de ce fournisseur de données sur cet actif. Lorsque plusieurs fournisseurs de données envoient des informations relatives au même actif, par défaut, leurs paroles ont la même valeur. Mais si un délégateur vient se porter garant pour les informations fournies par un de ces fournisseurs de données, alors les informations qu'il va transmettre seront jugées plus importantes que celles fournies par les autres. Ce système de pondération des valeurs fournies permet d'exclure du réseau les fournisseurs de données qui ne sont pas jugés fiables par les délégateurs. En effet, si personne ne se porte garant pour un de ces émetteurs, alors les données qu'il transmet n'auront quasiment aucune influence sur le résultat final qui est présenté au public. Les délégateurs ont donc pour mission de séparer le bon grain de l'ivraie en mettant en jeu leurs actifs. Enfin, le dernier type d'acteurs présents sur le réseau, c'est bien évidemment les consommateurs, qui seront en pratique pas vraiment des consommateurs au sens large, mais plutôt des applications, décentralisées ou pas, qui feront ça de manière automatique. Les consommateurs sur le réseau Pit pourront consulter les flux de données fournis par le réseau et éventuellement payer des frais s'il y en a. Et pour finir, il faut bien sûr mentionner que les participants du réseau auront la possibilité de porter plusieurs de ces casquettes en même temps. Un fournisseur de données pourra également être délégateur pour aider à sécuriser le réseau et consommateur pour obtenir des informations auxquelles il n'a pas lui-même accès directement. Cependant, à l'heure actuelle, PitNetwork ne fonctionne pas encore tout à fait comme je viens de le décrire. Les créateurs du réseau n'ont pas encore mis en vente le jeton Pit qui doit notamment servir pour le staking, le paiement des frais de consultation de données s'il y en a et le paiement des fournisseurs de données. Tous ces mécanismes ne seront visibles que lorsque la vente du jeton aura eu lieu. Et pour l'instant, elle n'est pas prévue, rien n'a été annoncé. Cela dit, si vous voulez visualiser un peu les informations fournies par le réseau, vous pouvez les faire assez facilement en allant sur leur site internet puisqu'il y a une page qui permet de voir tous les flux d'informations dont ils disposent en temps réel. On y trouve de la crypto, des stocks, du forex et des métaux précieux, tout ça en direct et sur Solana. En attendant que la vente du jeton arrive, si PitNetwork vous intéresse, je ne peux que vous suggérer de vous diriger vers leur serveur Discord qui a un canal français ou vers le canal Telegram français que nous venons de créer. De cette manière, vous pourrez être tenu au courant lorsqu'une date de vente sera fixée. Ensuite, si vous parlez anglais et que vous aimez bien les maths, vous pourrez également prendre le temps de lire cet article qui explique ce qu'est un intervalle de confiance et comment il est utilisé pour calculer les prix affichés sur PitNetwork. Enfin, si vous ne parlez pas anglais mais que les systèmes comme PitNetwork vous intéressent, vous pourrez également aller voir sur notre chaîne les vidéos réalisées il y a quelques temps pour Ceramic Network et The Graph. Ce sont tous les deux des systèmes de gestion de l'information qui pourraient un jour être utilisés par des applications de finance décentralisées en conjonction avec PitNetwork pour offrir certains services.
Avec tout ça, vous devriez avoir tout ce qu'il vous faut pour comprendre les bases de Pit Network. J'espère donc qu'on se reverra très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.